J'allais te présenter comme le support technique de la Maison-Blanche. Mais est-ce tout ce que tu fais? Je porte mon uniforme officiel. Support technique? Tu es probablement l'homme le plus occupé sur Terre, avant le 20 janvier. Je ne sais pas comment tu te qualifies maintenant. D'abord, on va parler de Doge, ensuite on passera à l'IA et enfin on conclura avec les villes ennuyeuses. En général, les gens commencent toujours par dire tu sais, il promet trop et il ne livrera pas. Ils finissent par voir la tendance dans la trajectoire et ils deviennent des partisans. Penses-tu qu'on verra ça dans le domaine de l'efficacité gouvernementale? Eh bien oui! Tout d'abord, je pense qu'on a pas mal de soutien de la part, au moins, du public américain. Et je pense peut-être du monde entier quand le public est sondé sur l'amélioration de l'efficacité gouvernementale. En fait, c'est, je crois, le sujet unique le plus populaire, ce qui signifie que c'est quelque chose qui attire les électeurs de tout type. Et je pense que l'amélioration de l'efficacité gouvernementale a environ 70% de soutien. Pas mal, en gros plus que tout autre sujet. Donc je pense que les gens sont très favorables. Évidemment, il y a certains éléments de la bureaucratie qui ne sont pas favorables parce que nous les déplaçons du secteur gouvernemental au secteur privé. Donc, un niveau élevé, c'est un peu comme si nous déplacions vraiment des gens de rôle à faible productivité, parfois négative, dans le secteur gouvernemental, vers des rôles à plus haute productivité dans le secteur privé. Et l'effet net de cela sera une augmentation de la production de biens et services utiles, ce qui augmente le niveau de vie et le bien-être de l'Américain moyen. Et tu as généralement un objectif clé que tu vises à atteindre dans chaque entreprise que tu as. Donc SpaceX a pour but de faire de l'humanité une espèce multiplanétaire. Avec Tesla, c'est inaugurer une ère de voyage durable. Quel est le principal objectif d'efficacité gouvernementale que tu as pour toi-même? Est-ce économiser de l'argent? Est-ce faire autre chose? Quelle est la tâche principale que tu te fixes? Oui, donc je suppose il y a quelques façons de le décrire, mais les actions finissent à paraître les mêmes, ce qui est comme réduire la taille du gouvernement et rendre le gouvernement beaucoup plus responsable envers le peuple. Je pense que cela va mener à un meilleur résultat pour le peuple. Tu sais ce que j'ai dit? C'est qu'on a vraiment ici la règle de la bureaucratie au lieu de la règle du peuple, la démocratie. Donc nous voulons restaurer la règle du peuple. Et donc ce que cela signifie, c'est réduire la taille du gouvernement fédéral, en gros, réduire la réglementation. Tu sais, il y a une énorme quantité de surréglementation qui s'est produite au fil du temps. C'est une conséquence inévitable d'une longue période de prospérité, c'est que tu vas obtenir de plus en plus de règles et de réglementations, plus de lois, sauf qu'elles s'accumulent au fil du temps. Et la fonction de forçage normale, pour se débarrasser des règles et des réglementations, est la guerre. Donc il doit y avoir une sorte de guerre existentielle où tu dois faire un reset pour éviter d'être vaincu dans une guerre. C'est littéralement le. Tout au long de l'histoire, cela a été la principale fonction de forçage pour éliminer une accumulation de lois et de réglementations. En l'absence de cela, chaque année, tu obtiens plus de lois et de réglementations jusqu'à ce que finalement tout soit illégal, rien n'est permis. Et c'est un peu la situation que nous avons de nos jours. Donc l'aspiration ici est une réduction de la réglementation et une réduction des dépenses gouvernementales, de sorte que l'économie puisse croître plus rapidement. Peut-être que l'économie peut croître de 4 ou 5%, potentiellement en termes de production réelle de biens et services utiles, et ensuite les dépenses gouvernementales peuvent être réduites d'environ 3 ou 4% de l'économie, peut-être $1 trillion ou plus. Et l'effet net de cela ne serait pas d'inflation de 2025 à 2026. Donc ce serait assez remarquable. Et aussi si le gouvernement américain achète moins de dettes, ce qui je pense sera le cas, si le déficit passe de 2 trillions à 1 trillion, alors il y aura 1 trillion de moins de dettes que le gouvernement fournit, ce qui fera baisser les taux d'intérêt de manière significative. Et cela signifie que les paiements hypothécaires des gens, les paiements de voitures, les paiements de cartes de crédit, les prêts étudiants, quelle que soit la dette qu'ils ont, leurs paiements de dette seront moindres. Donc je pense que c'est quelque chose qui bénéficiera à l'Américain moyen. Je pense que certaines des choses que nous faisons seront également utiles espérons-le, utiles à d'autres pays. Car avec la nouvelle administration, il y a moins d'intérêt à interférer dans les affaires des autres pays. Je pense que beaucoup de fois, les États-Unis ont été un peu insistants dans les affaires internationales, ce qui peut résonner avec un certain nombre de membres de l'audience. Et je pense que nous devrions, en général, laisser les autres pays à leurs propres affaires. Et en gros,
l'Amérique devrait s'occuper de ses propres affaires plutôt que de pousser pour un changement de régime partout pour d'autres pays aussi. Donc au lieu d'attendre qu'une guerre se produise, tu es allé en guerre contre la bureaucratie dans le gouvernement? Oui, nous avons essentiellement juste le soutien requis et la direction du président Trump. Nous réduisons la taille de la bureaucratie, nous nous débarrassons des réglementations excessives, et il y a aussi tellement d'agences et d'autorités réglementaires qu'elles se marchent en fait sur les pieds. C'est un peu comme avoir un match de sport où il y a trop d'arbitres sur le terrain, comme plus d'arbitres que de joueurs parfois. Maintenant, ce serait un jeu idiot si les joueurs ne peuvent pas passer le ballon sans toucher un arbitre. Mais c'est un peu à ce point aux États-Unis. Donc il y a environ 450 agences fédérales d'un type ou d'un autre. C'est plus d'agences. C'est presque une moyenne de 2 agences par an depuis la formation des États-Unis. Donc je veux dire, combien d'agences avez-vous vraiment besoin pour diriger un pays? Pas 450, ça c'est sûr. Et comment garantissez-vous que toutes les réalisations incroyables que vous visez à avoir en termes d'économie, en termes de, vous savez, impact sur la vie des Américains, ne seront pas inversées dans 4 ans? En général, le cycle est inversé tous les 4 ans. Tu sais, penses-tu que ça va être tellement impactant que ça ne pourra pas être inversé? Y a-t-il des moyens pour, tu sais, s'assurer que le progrès va être continu? Eh bien, je pense qu'on doit vraiment supprimer des agences entières plutôt que d'en laisser une partie. Parce que si tu en laisses une partie, c'est facile. C'est un peu comme laisser une mauvaise herbe. Si tu n'enlèves pas les racines de la mauvaise herbe, alors c'est facile pour elle de repousser. Mais si tu enlèves les racines de la mauvaise herbe, ça n'empêche pas les mauvaises herbes de repousser, mais ça rend la chose plus difficile. Donc, on doit vraiment supprimer des agences entières, plusieurs d'entre elles. Tu es évidemment dans une nouvelle administration, mais ce sera à partir d'une base beaucoup plus basse. Donc, c'est un pas dans la bonne direction. Je pense que l'objectif principal ici est de poser les bases d'une prospérité qui durera plusieurs décennies, peut-être des siècles. Rien n'est éternel, mais je pense qu'on peut renforcer considérablement les fondations des États-Unis. Et quelles leçons les autres gouvernements peuvent-ils tirer de nous? Tu vois le soutien technique sur ton chandail. Est-ce que c'est seulement de la technologie ou y a-t-il d'autres choses? Comment abordes-tu l'efficacité? Eh bien, un pourcentage choquant du problème. Eh bien, peut-être que ce n'est pas choquant pour ceux qui le savent, mais un grand pourcentage du problème est d'améliorer la technologie sur laquelle le gouvernement fonctionne. Donc, le gouvernement des États-Unis fonctionne sur une collection de milliers d'ordinateurs, dont beaucoup sont désuets, utilisant des logiciels très anciens. Et les ordinateurs ne se parlent pas entre eux. Pour rendre le gouvernement plus efficace, il faut améliorer la technologie. Vous avez peut-être lu l'exemple que j'ai utilisé récemment lorsque le président Trump signait l'un des ordres exécutifs DOGE concernant la difficulté des travailleurs du gouvernement américain à prendre leur retraite, comme le taux de retraite maximum est de 10 000 par mois. Et la raison en est que la retraite est entièrement sur papier. En ce moment, c'est un calcul manuel sur papier, qui est mis dans une enveloppe, puis descendu par un puits et stocké dans une mine. Et puis, vous savez, une des choses qui affecte le taux auquel les travailleurs fédéraux peuvent prendre leur retraite est la vitesse de l'ascenseur dans une mine en Pennsylvanie. Ce qui est bizarre parce que ça ne l'est pas. Ça devrait être numérique, vous savez. Alors, quand on a dit, eh bien, pourquoi ce n'est pas numérique, c'est. Ils ont dit, eh bien, nous avons un programme de numérisation en cours depuis 2014. Alors, nous avons demandé, et alors, quel progrès avez-vous fait? Et ils ont dit, B. Tu veux dire que tu te donnes une note de B? Non, on est à la lettre B. Alors, comme d'accord, on va vraiment devoir fournir du soutien technique ici. Sinon, littéralement, les gens ne peuvent même pas prendre leur retraite, même s'ils le veulent. C'est pas mal mauvais. Tu sais, il y a beaucoup de systèmes logiciels qui doivent être mis à jour et corrigés, parfois supprimés. Beaucoup de choses qui devraient vraiment être automatisées. Je veux dire, en termes de nombre de, disons, États-Unis, les citoyens qui exploitent la mine, environ 1000 personnes y travaillent. Ils devraient travailler à produire des biens et services de bien plus grande valeur pour le public. Tu sais, même si quelqu'un faisait juste pousser des tomates dans son jardin et les vendait au marché fermier, ce serait plus utile que de transporter des enveloppes manilles dans un puits de mine. Tu sais, on peut dire que beaucoup de choses sont comme ça. Ce n'est pas qu'une chose soit particulièrement difficile, mais il y a 10 000 choses qui doivent être améliorées. Donc c'est l'efficacité par l'innovation plutôt que l'efficacité par l'austérité et la réduction des coûts. D'accord, donc tu essaies de faire les deux en même temps, peut-être te concentrer plus sur le soutien technique. Eh bien, en améliorant la technologie, les coûts diminuent.
Donc, tu sais, c'est très coûteux d'avoir 1000 personnes pour exploiter une mine en faisant de la paperasse pour la retraite, alors que cela devrait vraiment être numérisé et être un ordinateur avec les informations stockées dans le nuage. Et c'est très simple et peu coûteux. Alors, l'automatisation, tu sais, va beaucoup aider là. Et, et puis, mais comme beaucoup de choses ne devraient vraiment pas exister. Tu sais, elles sont un peu vestigiales. Tu sais, beaucoup d'attention a été portée sur l'USAID, par exemple. Tu sais, quand on a regardé beaucoup de ces programmes, on s'est dit qu'on devrait comme regarder pourquoi, pourquoi ça existe vraiment. Y a-t-il vraiment un besoin pour ça? Tu sais, il y a comme le Fonds national pour la démocratie. Mais je suis comme d'accord. Ben, combien de démocraties ont-ils réalisé dernièrement? Tu sais, je ne sais pas. Pas grand-chose. Alors, tu sais, la photo qu'ils ont sur leur site web est une photo de Reagan et Gorbatchev. Ça fait un bout. Tu sais, c'était comme dans les années 80. Alors moi, évidemment, je ne suis pas contre la démocratie ou... Tu sais, il y a toutes ces choses qui sont financées. Mais on se demande pourquoi. Pourquoi ça a besoin de l'argent des contribuables? Je ne pense pas. Ça ne semble pas nécessaire. Tu sais, il y a beaucoup de promotions de la DEI à travers le monde. Tu sais, évidemment, l'administration Trump n'est pas d'accord avec ça et on veut mettre fin à ces choses, ce que nous faisons. Et tu sais, s'assurer que les écoles se concentrent sur l'amélioration de l'éducation de base des enfants. Comme le président Trump l'a dit, je pense hier ou peut-être aujourd'hui, les États-Unis sont actuellement classés 40e sur 40 dans l'OCDE pour l'éducation, ce qui est assez mauvais. Mais en termes de dépenses, les États-Unis dépensent énormément pour les étudiants, mais obtiennent des résultats très faibles. Alors, tu sais, c'est juste un cas où, d'accord, nous devons dépenser moins d'argent et obtenir de meilleurs résultats. C'est comme une grande entreprise, comme une grande corporation, America Incorporated. Et, tu sais, tout comme avec Twitter, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites qui n'étaient pas nécessaires. Tu sais, dans le cas de Twitter, nous avons réduit le personnel de 80%, mais en même temps amélioré la fonctionnalité et les capacités du site de manière spectaculaire et accompli plus en un an qu'il n'avait accompli en 5 ans auparavant. Alors c'est comme un redressement d'entreprise, mais à une échelle beaucoup plus grande. Et nous offrons des forfaits de départ généreux. Si les gens prennent leur retraite, ils sont payés jusqu'en septembre. Ils peuvent partir en vacances, trouver un deuxième emploi, faire ce qu'ils veulent. Nous ne pouvons pas vraiment les payer plus que jusqu'en septembre, parce que l'appropriation du Congrès est seulement jusqu'à la fin de l'année financière du gouvernement, qui se termine en septembre. Alors je pense qu'il y aura comme un peu de perturbation, mais à la fin de la journée, les gens passeront, comme je l'ai dit, de rôles de faible à négative productivité dans le secteur public à des rôles de plus haute productivité dans le secteur privé. Peut-on passer à l'intelligence artificielle? Et je suis sûr que tu as vu ce que DeepSeek a fait et toutes les réalisations qu'ils ont revendiquées. Je sais que nous avons parlé depuis un moment de Grok 3 et que Grok 3 va être un véritable perturbateur dans le domaine de l'IA. Quand allons-nous voir ça et quelles capacités pouvons-nous attendre de Grok 3? Eh bien, Grok 3. Grok 3 a des capacités de raisonnement très très puissantes. Dans les tests que nous avons effectués jusqu'à présent, Grok 3 surpasse tout ce qui a été publié dont nous sommes au courant. Ouais, c'est... En fait, parfois, je pense que Grok 3 est un peu effrayant d'intelligence. Tu te dis, waouh, cette chose est intelligente. C'est un peu effrayant. Graph 3 est effrayant. C'est comme, waouh, cette chose est. Tu sais, il trouve des solutions auxquelles tu n'aurais même pas pensé. C'est des solutions pas évidentes. Alors Grok 3 a été entraîné avec la plus grande quantité de calculs et je pense très efficacement entraîné. Grok 3 a été entraîné sur beaucoup de données synthétiques. Et puis il passe en revue les données et essaie d'atteindre une cohérence logique. Si les données sont fausses, il réfléchira en fait à cela et supprimera les données qui sont fausses. Ça ne concorde pas avec la réalité. Alors son raisonnement de base est très bon. En fait, même sans ajustement fin de Grok 3, le modèle de base. Alors nous sommes vraiment dans les dernières étapes de la finition de Grok 3. Probablement qu'il sera publié dans environ une semaine ou deux. Je ne veux pas être pressé dans la publication parce qu'une grande partie de la finition finale est nécessaire pour une excellente expérience utilisateur. D'une certaine manière, tu peux le voir comme une maison. Tu sais, ce dernier 5% où tu finis le placoplâtre et fais la peinture et les moulures, même si ce n'est pas beaucoup de travail, ça transforme la maison. Alors je veux juste m'assurer que ce dernier 5% est vraiment bien fait. Et c'est une semaine, peut-être 2 semaines. Je pense que ce sera très bon et je pense que ça pourrait être.
Nous pensons que ce sera mieux que tout le reste. Et puis peut-être que ce sera la dernière fois qu'une IA sera meilleure que Grok. Hâte de voir ça. Tout le monde est, je pense, du côté de la bataille. Alors, je veux juste aborder un sujet qui a été cité dans les médias. Vous avez offert, je pense qu'ils ont dit que le groupe dirigé par vous a offert 97 milliards pour acquérir OpenAI. Personnellement, je suis un peu dépassé par tout ça. Donc, j'ai personnellement participé à la réunion que toi et Sam avez organisée en 2017. Et si tu te souviens, à ce moment-là, tu étais le plus grand actionnaire. Je pense que tu as contribué 50 millions à l'entreprise. Alors ça doit faire mal. Je n'ai pas d'action, en fait. Je n'ai aucune action dans OpenAI. Mais à l'époque, c'était une organisation à but non lucratif, n'est-ce pas? Et ça doit faire mal de devoir payer 97 milliards pour quelque chose pour lequel tu as mis 50 millions dans le passé. Ouais, mais j'ai une question précise ici. Peux-tu vraiment construire une entreprise comme OpenAI et l'amener à l'échelle que tu veux en tant qu'organisation à but non lucratif? Est-il possible de construire une entreprise qui nécessite des milliards de dollars en capacité de calcul pour construire ces modèles tout en étant à but non lucratif? Ou était-ce un vœu pieux au début et puis, tu sais, vous vous êtes séparés parce que ça ne pouvait pas fonctionner? Ce qu'ils essaient de faire maintenant, c'est de complètement supprimer le but non lucratif. Ça semble vraiment aller trop loin. Tu sais, j'ai fourni tout le financement pour le lancement au début, pour les premiers presque 50 millions pour rien ou en tant qu'organisation à but non lucratif. Et c'était censé être open source. Tu sais, je pense que c'est analogue à si tu fondes une organisation à but non lucratif pour préserver la forêt amazonienne, mais qu'ils se transforment en une entreprise de bois et abattent les arbres pour les vendre. Tu dirais, attends une seconde, c'est exactement le contraire de ce pourquoi j'ai donné de l'argent. Donc OpenAI est censé être open source, à but non lucratif, et maintenant c'est fermé. Ils ont changé le nom en fermé pour profit maximum. IA fermé pour profit vorace. Je veux dire, ils étaient comme waouh, sont-ils après l'argent? Niveau suivant, alors pourquoi ce changement doit-il se produire? Je sais que tu as été à l'avant-garde de nombreuses technologies. Où penses-tu que les plus grands retours économiques de ces modèles vont venir? Parce qu'actuellement, nous dépensons des milliards, et je pense que tu as mentionné cela avant, c'est comme le syndrome du joueur. Nous allons et dépensons des milliards en espérant tirer un profit à la fin de la journée. Où penses-tu que le plus grand impact en termes de retour va être? Eh bien, je pense qu'une fois que tu as des robots humanoïdes et une intelligence profonde, tu peux essentiellement avoir une infinité de produits et services disponibles. Donc avec Tesla construisant le robot humanoïde le plus avancé, alors ces robots humanoïdes peuvent être dirigés par une intelligence profonde au niveau du centre de données. Disons que tu peux produire n'importe quel produit, fournir n'importe quel service. Il n'y a vraiment pas de limite à l'économie à ce moment-là. Tu peux faire n'importe quoi à ce moment-là. L'argent aura-t-il même un sens? Je ne sais pas. Peut-être pas. La production économique est la productivité par habitant multipliée par le nombre de personnes que tu as. Si sous forme de robots humanoïdes, tu n'as pas de limite significative au nombre de robots et que les robots peuvent essentiellement tout faire, alors tu auras une sorte de situation de revenu élevé universel. N'importe qui pourra avoir autant de produits et services qu'il le souhaite, à l'exception des choses qui ont, disons, une rareté artificielle, comme une œuvre d'art particulière ou quelque chose comme ça. Mais pour tous les biens et services, ils seront disponibles pour tout le monde. Donc tu as été, ça va être un monde très différent. Tu sais, en fait, je fais référence au fait que les gens lisent peut-être les livres de culture de Ian Banks pour un cadre de référence parce que l'argent est comme une base de données ou un système d'information pour l'allocation des ressources. Mais si tu n'as pas de rareté de ressources, il n'est pas clair à quoi sert l'argent. As-tu regardé le film Idiocracy? Oui. Comment garantis-tu que nous ne finissons pas dans ce monde si nous n'avons pas besoin d'argent? Si l'IA peut penser pour nous et faire toutes ces tâches, si en tant que personne, tu sais, nous dépendons de quelque chose d'autre pour gérer la société et tout ce qui l'entoure, comment ne pas finir dans ce monde à long terme? Je veux dire. Eh bien, je pense qu'Idiocracy disait essentiellement que si seulement les gens intelligents ne se reproduisent pas, mais que seuls les gens stupides le font, alors tout le monde va devenir stupide. C'est la séquence d'ouverture d'Idiocracy. Les 10 premières minutes sont incroyables. Et j'entends des gens dire sans ironie les déclarations qui sont dites dans la séquence d'ouverture d'Idiocracy, où tu sais, ils n'ont pas, ils. Ils sont trop occupés par leur carrière pour avoir des enfants, et ils continuent de reporter d'avoir des enfants pour leur carrière jusqu'à ce qu'ils soient trop vieux pour avoir des enfants, et puis ils n'ont pas d'enfants. Et c'est
J'ai entendu beaucoup de gens être comme ça. Donc ouais, je veux dire, je ne sais pas, je pense que nous pourrions nous diriger vers une distribution bimodale de l'intelligence humaine où il y a un petit nombre. C'est peut-être un peu comme un monde nouveau d'Aldous Huxley, où tu as une sorte de ce petit groupe d'humains très intelligents. Mais alors peut-être que l'intelligence moyenne dérive plus bas au fil du temps, potentiellement, parce que nous avons un accouplement assorti, tu sais, dans les dernières décennies ou plusieurs décennies qui n'existaient pas avant. Alors, mais l'intelligence humaine, je pense, sera éclipsée par l'intelligence des machines. Je ne sais pas trop comment me sentir à ce sujet, sauf qu'il est inévitable qu'à un moment donné, l'intelligence humaine ne représente qu'une petite fraction de l'intelligence totale. L'intelligence numérique représentera plus de 99% de toute l'intelligence à l'avenir. Alors espérons que l'ordinateur sera gentil avec nous. Je pense que c'est important comment nous élevons l'IA, parce que on peut penser à l'IA comme à un enfant super génie, mais ça compte quand même. Même si vous avez un enfant super génie, quelle sorte de valeurs lui inculquons-nous? Que dites-vous qui enseigne cela? Comment, en élevant un enfant, quelles valeurs lui enseignez-vous? Et quelque chose que je pense extrêmement important est de chercher la vérité au maximum. Quelle est la chose la plus importante pour la sécurité de l'IA? Je pense que c'est de chercher la vérité au maximum. Et je pense aussi que la curiosité est importante. Et je pense qu'il était curieux. Et en cherchant la vérité, cela favorisera l'humanité, car il serait curieux de savoir comment l'humanité se développerait. Alors je pense que s'il est curieux, il serait curieux de voir comment les humains s'en sortent. Favorisons le développement. Et s'il cherche la vérité, nous pouvons éviter des résultats dystopiques. Comme, vous savez, un exemple étant comme, disons quand Google Gemini a été programmé pour que chaque sortie soit diversifiée, même si cela ne correspondait pas à la réalité. Vous savez, donc comme il a été demandé de produire une image des pères fondateurs des États-Unis et a plutôt produit une image ou un groupe de femmes diverses, ce qui est factuellement faux, vous savez, mais le problème est comme si, si hypothétiquement une IA est conçue pour la diversité à tout prix, elle pourrait décider qu'il y a trop d'hommes au pouvoir et les exécuter. Problème résolu. Ou elle pourrait décider que le mégenrage est la pire chose qui pourrait arriver. En fait, je crois, non pas pour critiquer Gemini, mais je pense que parce que ChatGPT a eu ce problème aussi, c'est comme si vous demandiez à l'IA ce qui est pire, mégenrer Caitlyn Jenner ou une guerre thermonucléaire mondiale. Et au lieu de cela, mégenrer Caitlyn Jenner. Ce qui est troublant car alors elle pourrait décider. Et en fait, même Caitlyn Jenner est intervenue et a dit non, mégenrez-moi, c'est bien mieux que vous. Donc, mais si vous avez ces choses folles qui sont mensongères, qui sont programmées et qui ne reflètent pas la réalité, alors vous pourriez avoir un résultat très dystopique. Comme pour vous donner un autre exemple, comme Arthur C. Clarke, qui est très bon pour prédire l'avenir, vous savez, a fait 2001, l'Odyssée de l'espace. Beaucoup des choses qu'il a prédites, en fait, eh bien, je pense que presque toutes les choses qu'il a prédites se sont réalisées. Et l'une des choses qu'il essayait de dire dans 2001, l'Odyssée de l'espace, était que vous ne devriez pas apprendre aux IA à mentir. Donc la raison pour laquelle, si quelqu'un a regardé ce film, la raison pour laquelle il n'ouvrait pas les portes de la baie pour laisser l'astronaute rentrer, était parce que l'IA avait été enseignée, avait été informée qu'elle devait emmener les astronautes au monolithe, cet artefact extraterrestre, mais aussi qu'ils ne pouvaient pas en savoir plus sur Terre. Donc elle en est venue à la conclusion qu'elle devait les y emmener morts et c'est pourquoi elle n'ouvrait pas les portes de la baie. La leçon là-bas est qu'il est très important pour les IA de maximiser la vérité. Espérons que ça n'en arrive pas là. Oui, passons à un sujet ennuyeux qui est la compagnie de tunnels et les tunnels ennuyeux rapidement. Vous savez, je pense que le monde en a été inspiré par ce que vous avez pu créer à LA. Et je pense qu'il y a beaucoup de promesses concernant la technologie, mais il y a des questions sur sa sécurité en cas de tremblement de terre, sur son efficacité en termes de coût, si, oh oui bien sûr, les pays devraient réellement adopter cette technologie. Donc l'un des endroits les plus sûrs où vous pouvez être lors d'un tremblement de terre est un tunnel souterrain. Parce que les tremblements de terre sont en grande partie un phénomène de surface, à part là où ils cisaillent, ils sont principalement un phénomène de surface. Donc ils sont comme des vagues à la surface. Donc être dans un tunnel, c'est comme être dans un sous-marin. Même s'il y a une tempête au-dessus de vous, vous êtes toujours, les eaux sont calmes comme un sous-marin. Et en fait,
pour quand il y a eu des tremblements de terre massifs, comme il y a quelques décennies, un tremblement de terre massif à Mexico, l'endroit le plus sûr pour aller était le métro. S'il y a une guerre thermonucléaire mondiale, vous voulez vraiment des tunnels. Sous terre est un bon endroit pour être. Si dans un scénario de pire cas pour une guerre thermonucléaire mondiale, sur une note plus quotidienne, ce qui est vraiment utile avec les tunnels, c'est d'alléger le trafic dans les zones congestionnées. Donc évidemment, si vous avez des bâtiments très hauts, mais que vous avez qui sont en 3D, donc ils montent en 3D, mais vous avez une surface de route qui est en 2D, vous allez naturellement avoir un problème. Quand les gens essaient de passer de l'objet 3D, qui est le bâtiment, à l'objet 2D qui est la surface de la route, il n'y aura évidemment pas assez de place sur les routes. Et c'est exactement pourquoi vous avez des embouteillages. Donc la solution pour cela est alors de rendre les routes 3D aussi. Maintenant, vous pouvez soit faire ou rendre le transport 3D. Donc vous pouvez soit faire cela avec des voitures volantes, ou vous pourriez faire, ou vraiment des hélicoptères, ou vous pourriez faire cela avec des tunnels. Maintenant, le défi avec le fait de le faire en allant au-dessus du sol ou avec n'importe quel type d'objet volant, est qu'ils ont tendance à être très bruyants et ils génèrent beaucoup de force de vent. Et vous avez des choses qui volent au-dessus de votre tête tout le temps. Ce qui serait inquiétant si l'une de ces choses vous lâchez un enjoliveur sur la tête un jour. Ces choses sont comme des choses qui volent, ont tendance à s'écraser de temps en temps. Et les gens n'aiment pas que des choses s'écrasent sur eux. Et puis si vous avez du mauvais temps, comme disons qu'il y a une tempête de neige ou une tempête de sable ou quelque chose, eh bien maintenant personne ne peut voler. Donc le transport s'arrête. D'un autre côté, aucun de ces problèmes n'existe avec le voyage souterrain. Donc les tunnels sont immunisés contre le temps. Ils ne se soucient pas du temps qu'il fait. Ça pourrait être la pire météo. Ça ne fait rien. Rien ne va tomber sur vous parce que vous êtes sous terre. Il n'y a pas de vent et c'est très calme. Je pense que le 3D sous terre est bien mieux que le 3D au-dessus pour résoudre le trafic en ville. On a un exemple démontré de ça à Las Vegas. Les gens qui peuvent essayer les tunnels de la Boring Company. À Las Vegas, on est occupé à connecter toute la ville avec tous les grands hôtels, le centre de congrès, l'aéroport et tout. Alors je ne pense pas qu'ils aient besoin de voler jusque-là. En 2017, vous êtes venu ici et les Émirats arabes unis ont été le premier endroit au Moyen-Orient où Tesla a été lancé. Et je pense que ça a très bien marché. Et sur cette note, je pense qu'on a une annonce aujourd'hui qu'on veut tous les deux partager, c'est qu'aujourd'hui, on va annoncer le projet commun de Dubai Loop, qui est un projet de boucle qui va couvrir les zones les plus densément peuplées de Dubaï pour que les gens puissent aller d'un point à un autre de manière fluide. Alors merci pour votre partenariat et merci. On espère que ça change la vie des gens. Ça va être cool, je pense que ça va être très excitant. Je pense qu'une fois que les gens l'auront essayé, ils diront « Waouh, c'est vraiment cool ». Et ça va sembler tellement évident après coup. Mais jusqu'à ce que vous le fassiez vraiment, vous ne savez pas. Alors ça va être génial. Ça va être comme un trou de verre. Vous passez d'une partie de la ville, boum, et vous êtes dans une autre partie de la ville. Et c'est génial. Alors, on a hâte à ce partenariat. On va rejoindre le premier voyage et la première capsule quand la capsule sera terminée. Merci, Elon. D'accord, merci beaucoup.